Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bienvenue sur Info TV, si vous êtes bien assis, vous êtes bien sur le canal 307, vous êtes bien sur Info Télévision et nous sommes là sur Talent de Femme. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, comme chaque samedi, nous allons recevoir une femme et juste pas des moindres, une dame qui est venue de très loin, nous expliquer comment elle travaille au quotidien et comment est-ce qu'elle impacte dans sa vie de femme. Alors aujourd'hui à Talent de Femme, nous allons recevoir une femme justement qui a un apport justement concernant les femmes et les jeunes filles, notamment concernant les violences faites contre les femmes. Alors aujourd'hui, Talent de Femme, c'est une émission qui passe chaque week-end et qui nous apporte justement un plus pour essayer de changer et d'égayer justement le quotidien des femmes entrepreneurs et des femmes leaders. Alors Talent de Femme aujourd'hui, nous allons recevoir une femme justement, pas des moindres, une femme de poigne qui va nous apporter justement ses attributs et aussi quelques petites questions concernant justement ses activités et notamment concernant aussi la femme dans son élément le plus simple et le plus naturel. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Rebonjour, si vous êtes assis, ne bougez surtout pas car nous allons vous présenter cette femme qui depuis tout à l'heure se fait annoncer avec justement son sourire et qui a hâte d'être présentée ici à Talent de Femme. Alors aujourd'hui nous allons avoir comme invité Michel Ateba Karine Medjo. Bonjour Michel. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça a été facile d'arriver ici à Info Télévision? Oui, c'est facile, surtout avec l'indication et puis il y a la plaque. Donc j'ai suivi la plaque. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Talent de Femme. Vous savez que c'est une émission consacrée entièrement à la femme entrepreneur, la femme leader et surtout on attend justement vos interventions parce qu'il y a plein de personnes et de monde. Quand j'ai fait l'annonce, ils m'ont dit on aimerait bien savoir ce qu'elle fait cette dame qui fait dans le domaine de socio-économique parce qu'on parle socio-économique, association et surtout beaucoup plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors aujourd'hui, vous êtes le président d'une association qu'on appelle Mengwa Action Jeune. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, c'est Memba Action Jeune. Memba, ça veut dire quoi, Memba? Memba, c'est le nom de mon village et puis Action Jeune, c'est les actions nouvelles, les nouvelles actions, une nouvelle dynamique que nous apportons chaque jour face à une situation donnée. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes président de cette association. Vous travaillez depuis combien de temps dans cette association? Memba Action Jeune a été créé le 4 avril 2002. Mais véritablement, c'est en 2011 que nous avons décollé avec plusieurs activités. Nous travaillons pour un monde où la femme est satisfaite de sa vie et nous faisons des efforts pour que dans les 3 domaines d'action que nous avons, à savoir les droits humains, l'insertion socio-professionnelle et puis la lutte contre le VIH, les pandémies, on fait des efforts pour apporter ou alors contribuer au mieux pour que les uns et les autres améliorent leurs conditions de vie. D'accord. Alors, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat aussi également. Néanmoins, est-ce que l'entrepreneuriat est recalé ou bien repositionné au même niveau que justement l'association? Normalement, j'ai 3 activités phares. J'ai 3 activités phares que j'appelle mes 3 entreprises. La première, c'est Diamant Service. C'est une activité événementielle où nous faisons de la location, du matériel événementiel, les chaises, les couverts, le service traiteur, les tentes. Et la deuxième activité, c'est Michel Hôtel. Michel Hôtel. Michel Hôtel, c'est un hôtel qui est en train d'être mis en place. D'accord. Qui est en train d'être mis en place. Et mais vous n'avez pas cherché loin, Michel, votre nom. C'est plus facile. C'est un peu du narcissisme. C'est quoi exactement? Actuellement, je suis en train de travailler pour laisser les traces de mon passage sur Terre. D'accord. Je me dis qu'après moi, il faut que les gens se souviennent de moi. Il y avait une Michel Medjo voilà. Ateba qui est passée. Toutes les activités que je mène actuellement, c'est pour laisser des traces et pour apporter quelque chose à l'amélioration des conditions de vie, comme je le dis toujours. Et puis, en troisième position, et là où je mets beaucoup plus mon cœur, c'est Memba Action Jeune.
Parce que Memba Action Jeune travaille pour un monde où chaque femme, chaque jeune fille est satisfaite de sa vie. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi justement de faire dans le social, l'humanitaire, peut-être quelque part aussi, pourquoi n'avoir pas fait autre chose? Je regardais toujours à la télévision Mère Teresa. Je voyais comment elle aidait les pauvres et je me disais comment est-ce que je peux faire pour devenir comme Mère Teresa. Et aussi ma formation professionnelle parce que je suis spécialiste en gestion des projets, expert en projet de développement local participatif. Ça m'a directement conduite dans ma recherche d'emploi à aller travailler dans les ONG. Et c'est comme ça que je suis entrée dans ce monde social où on travaille à but non lucratif pour développer, pour apporter une contribution et puis faire en sorte que les gens vivent dans un monde, un environnement meilleur. Ah ben vous êtes là justement pour éclairer le monde, donner du bonheur aux autres, c'est ça? Nous sommes là pour accompagner la dynamique de développement. Alors, dites-nous un peu comment se déroule votre travail sur le terrain. Sur le terrain, nous avons 3 domaines d'action, comme je l'ai dit. Le premier, c'est les droits humains. Dans les droits humains... L'approche, qu'est-ce que vous faites de concret sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites avec les populations? Comment est-ce que vous approchez les jeunes femmes, les jeunes enfants en détresse? Qu'est-ce que vous faites exactement? La plupart du temps, parce que nous communiquons nos activités, nos bénéficiaires nous contactent. C'est eux qui viennent vers nous et nous descendons sur le terrain pour faire un diagnostic de l'état de lieu. Ça peut être une communauté, ça peut être un hôpital, ça peut être un individu, ça peut être un partenaire local qui nous propose des communautés à accompagner. D'accord. Là, vous avez beaucoup de jeunes avec lesquels vous travaillez, des femmes notamment. Comment est-ce que vous faites pour trouver des ressources pour justement arriver à pouvoir les aider? Nous travaillons par projet, par cycle de projet. Ça veut dire que nous répondons à des appels à projets et puis quand un projet est financé, nous l'exécutons sur le terrain. Quel est le projet qui vous a le plus marqué, avec lequel vous avez eu beaucoup plus d'acquaintance dans le travail? Tous les projets ont leur spécificité, ils me marquent d'une manière particulière, mais pour parler plus des projets de lutte pour les droits humains, le projet qui me marque le plus, c'est le projet que nous sommes en train de mettre actuellement, qui est en train de prendre une ascendance que je n'avais même pas imaginée dès le départ. C'est un projet où nous sommes en train de mettre en place 200 composantes professionnelles pour le soutien des femmes victimes ou alors suivantes de violences. Ce projet a des magistrats, des huissiers de justice, des avocats, des associations, des sapeurs-pompiers, des agents de police judiciaire, des gendarmes, des pharmacies, des maisons d'hébergement où nous accompagnons toutes les femmes victimes de violences qui nous contactent à partir de notre centre d'écoute. Le centre d'écoute, c'est nous avons le numéro de centre d'écoute 270 12 79 10 où chaque femme qui est victime de violence ou alors victime d'abus peut nous contacter et là nous mettons à sa disposition le professionnel qui répond le plus à ses besoins. C'est ce projet qui me marque le plus parce que au départ nous avons simplement pensé à accompagner les femmes suivantes de violence, mais avec l'émulation et surtout comme c'est d'actualité maintenant, trop de violence envers les femmes. Nous sommes en train de vraiment ancrer ce projet, à commencer maintenant par la prévention, la répression. Et maintenant, on est en train d'accompagner même les victimes qui sont déjà mortes pour qu'on puisse revendiquer, réclamer justice pour ces victimes. Est-ce à dire que vous travaillez avec, par exemple, la CAFEJ, ALVF, il y a Madame Doumara, Aïssa Doumara, par exemple, qui est à l'extrême nord. Notre réseau a des points focaux dans les 10 régions du Cameroun. Les 10 régions du Cameroun, il y a plusieurs associations qui sont à l'intérieur de ce réseau, ALVF et d'autres associations. Ok. Aujourd'hui, on sait que les violences faites contre les femmes, c'est une atteinte grave aux droits fondamentaux. Là, aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on voit une déflagration quelque part un peu dans les réseaux sociaux de violences faites contre les femmes et qui sont filmées et mises dans les réseaux sociaux et qui ne choquent pas réellement le public. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le public camerounais est peut-être quelque part insensible justement à la douleur des femmes? Les Camerounais, quand je vois une vidéo, la première chose que je me dis, c'est que faisait le filmeur pendant qu'on était en train de commettre cette atrocité. Après, je me dis, c'est aussi bien de dénoncer.
Oui. Et je pense que tous ceux qui filment ces atrocités sont des complices. Ils sont des complices, ils ne portent pas assistance à personne en danger. Donc, quand nous travaillons sur une affaire que nous avons vu par exemple sur Facebook, on cherche la personne qui a filmé afin de voir si elle n'est pas complice de l'action de violence qu'a subie la victime. Voilà, aujourd'hui, on a les violences basées sur le genre, le VBG. Après, il y a quelques initiatives aussi qui sont mises sur pied. Mais on voit toujours que le processus est lent. Pourquoi le processus est toujours lent? Est-ce que ce n'est pas quelque part un problème de contexte, contextuel, ou bien un problème d'ethnie, ou bien quelque part aussi la suprématie peut-être de masculine, entre autres? Pourquoi est-ce que justement ces initiatives ne sont pas mises en avant et peut-être n'avancent pas à grande échelle? La première chose que nous remarquons, c'est tout ce qu'on dit de la religion en faveur de l'homme, en faveur de la suprématie de l'homme, tout ce qu'on dit de la tradition en faveur de la suprématie, même les lois conventionnelles. Ouais. Si on regarde la tradition, la religion et puis les lois conventionnelles, on va remarquer que toutes ces lois font des efforts pour mettre en œuvre la suprématie de l'homme, mettre l'homme sur un piédestal. Ça fait que nous les femmes, quand tu es née en tant que femme, c'est comme si tu es même d'abord coupable d'être née femme. On ne célèbre pas ta venue comme on aurait célébré la venue d'un homme. La preuve, quand une femme n'accouche que des filles, on va remarquer que son mari fait des efforts pour qu'elle accouche 10, 20 jusqu'à ce que un garçon puisse arriver. Elle-même déjà, elle ne se sent pas confiante parce que dans son mari, elle n'a pas eu à donner un homme. Donc c'est toutes ces racines-là qui font en sorte que les femmes ont l'impression qu'elles sont inférieures à l'homme. Moi, quand je parle d'infériorité de la femme par rapport à l'homme, en face d'un homme, je lui dis, est-ce que tu as été d'accord avec l'esclavage? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que l'homme qui a la race blanche est supérieur à la race noire? Oui. S'il me dit non, je dis, tu comprends maintenant ce qui se passe avec les femmes. Parce que la plupart du temps, on dit c'est la faute à la femme. C'est elle qui se laisse berner, c'est elle qui pense que le mariage, c'est son objectif. Non. Elle vit dans un contexte où cette entourloupe de mariage a été bien ficelée. Où la vie de la femme a été bien ficelée. Selon vous, le mariage est une entourloupe Le mariage est une grosse entourloupe pour les femmes. Est-ce que tu te rends compte que quand tu as 35 ans, tu n'es pas marié, on te regarde avec les mauvais yeux, entre guillemets. On se dit, mais celle-ci, tu fais encore quoi ici? À quel moment est-ce que tu penses aller en mariage? Iras-tu en mariage à ce vieil âge? Attends, le mariage, ce n'est qu'un statut matrimonial. Nous avons les célibataires, les divorcés, les veufs. Tu peux décider que ton statut matrimonial sera célibataire toute ta vie. Et ton projet de vie, c'est de devenir chef d'entreprise. Si le mariage arrive, c'est bon. Parce que le mariage, à la fin, tu vas te rendre compte que c'est l'officialisation d'une relation avec ton ami. Oui. Et parfois, si tu choisis mal cet ami, il sera ton futur assassin. Il sera ton futur coupeur de pieds. Il sera ton futur violeur. Il sera ton futur encouragé à aller faire des partout. Donc, le mariage... Non, mais madame, est-ce que vous pensez que ce n'est pas peut-être un concept féministe, entre autres, parce qu'on pense quand même qu'à un moment donné, on est amené à vivre avec un homme, peut-être pour faire des enfants, peut-être qu'il y a l'amour aussi qui entre en jeu. On va officialiser l'amour. La question que je pose souvent, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une femme qui est morte de célibat, de suite de célibat? Est-ce qu'il y a une femme qui est déjà morte parce qu'elle est célibataire? On a pourtant vu des maris, des époux qui ont tiré sur leur femme. On a vu des époux qui sont allés dans les bureaux de leur épouse. On parle de crime passionnel. Ça, c'est quand c'est un crime passionnel. Quelque part aussi, les couples sont blessés. Comme ce qui est arrivé il y a quelque temps. Un monsieur qui a tué ses enfants. Il s'est tué parce que sa femme l'avait quitté. Là, peut-être c'est un crime passionnel. Il n'accepte peut-être pas la rupture. Mais je pense quand même que le mariage, c'est quand même une institution aussi, madame Ateba. Le mariage est une institution qui n'est pas obligatoire. D'accord. C'est ça qu'on doit d'abord retenir. Tu n'es pas obligé d'aller en mariage. Maintenant, nous avons tous ceux qui sont là pour nous préparer au mariage. D'accord. Nous avons l'officier de l'état civil, nous avons la famille, nous avons les prêtres. Toutes ces personnes qui sont là pour préparer au mariage doivent préparer au mariage avec l'environnement actuel. D'accord. Actuellement, on voit des hommes qui tuent leur épouse.
Actuellement, on voit des hommes qui tirent leurs femmes par les cheveux. Actuellement, on voit X, Y, Z. Il faut préparer les deux personnes du couple à la célébration et à la vie de mariage. Le mariage a été institué pour qu'on vive plus heureux, qu'on soit plus satisfait de sa vie, mais pas qu'on aille supporter. Nous avons des chansons populaires, femme, il faut supporter, c'est le mariage. Ça, c'est du passé. Tu ne peux pas aller accepter de te marier avec un homme pour supporter, pour dire que oh, s'il me tape non, mais on parle de meilleur et de pire aussi. Hein? Le pire du mariage, ce n'est pas la bastonnade, ce n'est pas les éraflus. Le pire du mariage, c'est que si ton mari tombe malade, d'accord, tu le supportes, tu accompagnes pour qu'il guérisse. Ce n'est pas que de temps en temps, on va te donner une gifle, un coup de poing, tu vas perdre un œil ou alors on va te casser les dents. C'est ça le pire du mariage. On retient que le mariage n'est pas une fin en soi. Alors nous allons rester dans le domaine notamment des violences faites contre les femmes. Alors vous avez l'habitude de descendre sur le terrain. Quelles sont les régions que vous parcourez le plus au Cameroun? Nous parcourons les 10 régions. Nous avons 10 points focaux dans 10 régions. La plupart du temps, c'est les points focaux qui travaillent dans leur région spécifique parce que chaque région a son contexte socio-culturel. D'accord. Oui. Donc, par exemple, au centre, nous savons qu'avec la femme, c'est un peu plus de liberté. Oui. Il y a un peu plus de liberté. Il n'y a pas beaucoup d'ancrage au niveau de la dynamique traditionnelle, la dynamique religieuse. C'est beaucoup plus les abus sociaux. Oui. Par exemple, les disputes, les bavardages, les bastonnades. La femme du Nord, il y a d'autres, il y a ses spécificités. Nous avons les mariages forcés, nous avons les mutilations génitales, oui. Nous avons la polygamie par rapport à la religion où tu es sûr d'aller dans un mariage où ton mari aura au moins 4 femmes parce que la religion lui impose cela. Mais nous avons aussi la spécificité de l'Ouest avec ses interdits. Tu ne dois pas faire ceci devant ton mari, tu ne dois pas faire cela devant ton mari. Et aussi le contexte de la polygamie qui est là-bas. Donc, dans chaque région où nous allons, nous travaillons avec la spécificité de la région parce que ce qui domine dans la vie des êtres humains, surtout de nous les Camerounais, c'est beaucoup plus notre foi par rapport à une religion, oui. Alors notre tradition, nous sommes de quelle ethnie et ainsi de suite. Oui. Oui, supposons par exemple que vous soyez dans la région de l'Est, la région de l'extrême nord, on a les mutilations génitales, on a le pressage des seins, le mariage précoce. Comment les femmes arrivent vers vous? Celles qui souffrent par exemple. Les associations qui sont déjà partenaires de notre forum, de notre groupe Stop Violence, enregistrent ces femmes là-bas. Et puis, comme je l'ai dit, nous avons le centre d'écoute. Oui. Nous avons le centre d'écoute qui est, le numéro est vulgaire, c'est divulgué partout. Donc, une femme qui veut qu'on l'aide, qu'on la soutienne, qu'on l'accompagne, pour qu'on fasse pression sur son oppresseur, va nous appeler au centre d'écoute. Maintenant, elles appellent de toutes les 10 régions du Cameroun. Si de manière spécifique, elle est au nord, ok, on demande, on l'écoute, on regarde quels sont ses besoins. Maintenant, on contacte le point focal du nord. Le point focal du nord va contacter ensuite le professionnel qui est le plus à même de répondre à la situation de la femme dans son contexte socio-culturel. Et on l'accompagne parce que c'est elle qu'on suit. Et sur le plan juridique, comment ça se fait? Sur le plan juridique, si ce problème doit aller sur le plan juridique, nous avons d'abord, parce que de manière transversale, nous avons le psychologue. Le psychologue qui va te suivre. Parce que pour arriver à porter plainte, on va se rendre compte que l'oppresseur, c'est soit ton mari, soit ta tante, soit ta mère, soit ton oncle. Arriver à porter plainte à ton mari, à ta tante, à ton oncle, il faut avoir une bonne assise psychologique. Oui, donc, le psychologue te suit maintenant. Il y a l'huissier qui va venir te suivre pour faire les constats. Est-ce que tout ce qui t'arrive peut amener à faire à entreprendre un processus juridique? L'huissier est là, ok. Si avec tous, après tous ces constats, et que toi, la suivante, tu es toujours d'accord, on va t'accompagner pour que tu portes plainte, si tu le veux. Tout dépend de toi, si tu le veux. Maintenant que tu portes plainte, tu porteras plainte, et puis l'avocat
sera là pour t'accompagner, pour te guider dans le processus judiciaire. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières quelque part un peu culturelles, la peur peut-être de la victime de pouvoir porter plainte quelque part aussi, si après avoir porté plainte, vous n'êtes plus là, la peur des représailles quelque part aussi. Est-ce que vous intervenez même bien après que le processus soit enclenché? La plupart de nos victimes, c'est comme je dis, les problèmes de violence faites aux femmes sont des problèmes qui sont issus de la religion, de la tradition et de la famille. On va se rendre compte que c'est ces personnes-là qui sont en train de porter, qui sont en train d'être Effectivement. des oppresseurs. Oui. Maintenant, pour que la suivante arrive à porter plainte à son mari, Oui. c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Ouais. Il faut que ce soit dans un cadre juridique où on lui montre tous les avantages et tous les inconvénients de l'acte qu'elle va poser. Maintenant, c'est elle qui va porter plainte. Je vais prendre un exemple qui m'a vraiment marqué. Une femme, son mari a carrément fauché son œil. Elle avait maintenant un seul œil. Elle contacte le centre d'écoute. À la fin, tout ce qu'elle nous a demandé, c'est qu'on aille parler à son mari, qu'il ne la fouette plus, qu'il ne la tape plus, qu'elle ne soit plus son ballon et tout. Mais qu'elle veut quand même rester dans le foyer. Elle veut rester dans le foyer. Non, mais c'est l'amour. Elle veut rester dans le foyer. C'est l'amour aussi, madame. Son mari. On a même vu des femmes qui, elle-même a fait une demande de divorce. Et après, elle se rétracte. Dès qu'on dit oui à séparation de corps, non, elle se rétracte et dit non. Je ne veux pas la séparation de corps. Je pensais que mon mari allait changer. Je pensais que... Il faut quand même avouer que il y a toujours cet amour qui a lié la personne à l'autre avant que les violences ne commencent. C'est quand ça devient une situation terrible. Mais quelquefois, on dit que certaines femmes aussi ne veulent pas partir parce qu'il y a les enfants. Elles disent que je veux rester parce qu'il y a les enfants. J'ai pas envie de laisser mes enfants seuls. Il y a des gens qui ont eu à me dire que si une femme subit des violences, c'est à cause d'elle-même, c'est de sa faute. Non. Tu ne peux pas être moulé. Tu ne peux pas être moulé dans un contexte socio-culturel qui te dit que ta finalité, c'est aller en mariage. Maintenant que tu as réussi cette espèce d'aller en mariage, tu vas vouloir gaspiller cette victoire. En ce moment-là, c'est le regard de la société qui fait en sorte que cette femme reste, qu'elle trouve des raisons au fait qu'elle doit rester dans ce mariage. Les enfants, je ne veux pas laisser les enfants, je ne veux pas... C'est un prétexte. Il y a des femmes qui, même sans enfants, ne veulent pas partir. Ça veut dire que la société a moulé la femme à penser que le mariage, c'est sa destination finale. Maintenant, étant dans cette destination finale... Nous en sommes toujours au mariage. Elle n'a plus d'ambition pour aller plus loin. Elle a réussi à devenir une femme mariée. C'est comme on dit souvent, voir Paris et mourir. Voilà, effectivement, nous avons une enquête des Fonds des Nations Unies pour la population, les FNUAP, qui a réalisé un entretien en Afrique et en Asie, qui dit « Le droit d'un mari de battre sa femme ou de l'intimider par des moyens physiques relève d'une conviction profondément ancrée. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui m'ont dit que quand tu ne tapes pas ta femme, elle n'est pas contente. Quand tu n'es pas violent, elle n'est pas contente. Mais attends, c'est des hommes qui disent ça, hein? Est-ce que toi, en tant que femme, tu seras contente d'être bastonnée? Le matin, on te gifle. Le soir, on te donne un coup de poing. La nuit, certains parlent de preuves d'amour aussi. Hein? Ça, c'est des histoires que racontent les hommes. Je n'ai pas encore rencontré une femme. Et Dieu seul sait combien de femmes j'écoute au centre d'écoute qui me disent qu'elle est contente d'être bastonnée par son mari. Mais les hommes racontent toujours comme des adages. Si tu ne tapes pas sur ta femme, elle n'est pas contente. Personne sur cette terre, même l'homme, ne peut accepter recevoir autant de coups de poing dans sa vie, dans une relation dite intime, une relation dite d'amour et de paix. Oui. Ok, d'accord. Bon, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la violence au sein des foyers est la première cause des blessures, de décès en Europe pour les femmes de 16 à 44 ans et devant les accidents, entre autres, et les cancers. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, c'est possible qu'on en arrive à ce niveau? En Afrique même, c'est pire. C'est que nous ne dénonçons pas. Pour qu'une femme se lève et venir te dire que
j'ai subi telle violence, c'est très, 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 très difficile. Oui. Il faut que ça devienne une violence permanente, où sa vie est déjà en danger. Nous avons vu des femmes qu'on a tuées dans le foyer. Quand nous sommes allés mener des enquêtes, on s'est rendu compte que c'était une succession de violences qu'elles subissaient depuis 20 ans, 30 ans. Elles n'avaient jamais eu à le dire à personne. Ici, chez nous, il y a plus de violence. Parce que c'est dans la culture. La femme, la seule chose qu'on connaît de la Bible, c'est la soumission de la femme. Une femme qui parle comme moi aujourd'hui, on va dire qu'elle est féministe à 100%. Bon, je ne refuse pas d'être féministe. Mais quand je regarde les violences, quand je regarde les maltraitances, les stigmatisations, les discriminations que subissent les femmes, j'ai envie de dire, je serai plus que féministe. Parce que trop, c'est trop. Il y a trop de maltraitance, trop de violence avec la femme. Est-ce que vous avez connu des cas de violence dans votre entourage, votre famille? Dernièrement, j'étais dans une radio, je disais là-bas, je ne savais pas qu'un mari pouvait taper sur sa femme pendant que je vivais avec mes parents. Je n'avais jamais vu ces deux-là bagarrer ou bien avoir des tons élevés. J'ai plutôt connu les violences entre femmes dans mon travail. Quand j'ai commencé à parcourir le Cameroun, quand j'ai commencé à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations, je me suis rendu compte que dans certains foyers, mais la bastonnade, les violences, c'était le plat quotidien. Et maintenant même que je suis dans un centre d'écoute, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des violences. J'arrive maintenant à compter les foyers où ça va bien, mais les foyers où il y a des violences, parce qu'il faut savoir que la violence n'est pas seulement physique. Il y a des violences psychologiques. Tous les jours, on te rappelle que tu ne ramènes rien à la maison. Tous les jours, quelqu'un sort, il rentre à minuit, tu n'as rien à demander. Tous les jours, on te doit... Mais tu vas aller à mariage quand? Alors que tu es peut-être chef d'entreprise. Tous les jours, te disent, tu es une femme, tu n'as rien à dire ici quand les hommes sont en train de parler. Autant de violences qui font en sorte que on se demande, mais est-ce que le respect est vraiment mutuel? Si je te respecte en tant qu'être humain, toi aussi respecte-moi en tant qu'être humain, même si je suis une femme. Ok. Et depuis que vous travaillez avec votre association, est-ce que vous avez remarqué que peut-être avec vos actions, il y a moins de cas de décès dus aux violences faites aux femmes? Beaucoup de choses changent. La première chose que nous avons instituée, c'est l'autonomisation de la femme. Parce qu'une femme autonome peut décider de sa vie. Elle peut décider que je mange le pain chargé le matin ou alors je mange ceci à midi. La deuxième chose, c'est la sensibilisation des jeunes. Parce que bon, notre génération, on sait déjà que la femme doit être soumise. Mais la nouvelle génération qui arrive là peut changer. Toutes les habitudes que notre génération a eu à mettre en place. On sensibilise donc les garçons et puis la jeune fille. Et puis la troisième action que nous menons, c'est la sensibilisation des hommes et des femmes. La plupart des opposants, c'est parce qu'ils sont des ignorants. Ils sont des ignorants. Ils ne savent pas que si tu fais sortir ta femme de la maison alors que vous avez un acte de mariage, tu as en train de faire ce qu'on appelle l'expulsion du domicile conjugal. Et c'est condamné par la loi. Ils ne savent pas que si même en faisant cette expulsion, elle est enceinte, c'est doublement condamné par la loi. Il y a aussi les femmes, elles ne savent pas que si ton mari te fouette, tu sors de la maison, le gars peut te taxer d'abandon du foyer conjugal. Sors de la maison, va voir l'huissier, qu'il vienne faire le constat qui fait en sorte que tu sortes de la maison. Et surtout, va faire le certificat médical pour montrer que tu es déjà en danger face à cet assassin, cet oppresseur avec lequel tu vis et que les autres pensent qu'il est ton mari. Oui, nous avons Amnesty International qui estime qu'en Afrique du Sud, toutes les 6 heures en moyenne, une femme est tuée par son mari ou son compagnon. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas un délaissement des autorités si on en arrive à avoir ce chiffre? La plupart du temps, quand une femme meurt dans la maison, on se rend compte que c'est son conjoint qui le fait. Or, l'état civil pense que quand tu as déjà un acte de mariage avec ton mari, de manière populaire, tu appartiens à cet homme. Moi, j'ai vu des femmes tabassées par leur mari et personne n'intervient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, c'est sa femme.
Quand ça devient le décès, on se met à réfléchir, mais on aurait pu intervenir pendant que ce type exerçait les violences sur sa femme. Il faut aussi voir que la thérapie de groupe qu'on fait en matière de violence fait en sorte que parfois on met des chiffres un peu trop grands. Des chiffres un peu trop grands pour que la population, l'opinion publique ait peur. Ait peur que mais ça c'est une situation grave. Oui. C'est pour ça qu'une femme qui meurt tous les 6 heures sous le coup de son partenaire. Ça, c'est en Afrique du Sud. Oui. Selon les enquêtes d'Amnesty International. C'est ça que j'ai dit qu'une femme qui meurt tous les 6 heures en Afrique du Sud sous le coup de poing de son partenaire. Et son compagnon. Oui, ça veut dire que on a combien de femmes qui meurent par jour? Ça fait 24 divisé par 6. Ça fait 4 femmes qui meurent tous les jours. Maintenant, si c'est tous les jours, fois une semaine, c'est 4 fois 7. Après, ça fait 28, je passe. Après, maintenant, 7 fois 5 par semaine, ça veut dire qu'on a presque 100 femmes qui meurent par mois sous le coup de leur compagnon. Peut-être qu'il faut qu'on descende pour compter tout ça. Donc, vous ne croyez pas aux statistiques quelque part aussi de l'Afrique du Sud, d'Amnesty International, quoique c'est quand même assez, c'est une ONG quand même assez connue. Bon, là, on a ONU Femmes, je crois que vous avez travaillé avec ONU Femmes. ONU Femmes est bien parce que la plupart des personnes qui travaillent pour les droits de la femme suivent les directives de l'ONU Femmes. Parce on sait que les directives internationales. Aide les femmes à adopter et à appliquer les réformes juridiques alignées aux normes internationales, régionales, nationales, entre autres, en faveur, qui plaident justement en faveur de l'intégration des violences des violences dans les instruments internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ONU Femmes qui est implémentée déjà au Cameroun et en Afrique centrale, sous-régionale, quelque part aussi amène un plus justement face à ce combat qui est mené par des femmes beaucoup plus, parce que vous avez une association, il y en a beaucoup d'autres même ici à Yaoundé, un peu à Douala, un peu partout. Est-ce que ONU Femmes réellement travaille en corrélation avec toutes ces associations? Est-ce qu'il y a un résultat probant? ONU Femmes est l'Organisation des Nations Unies qui donne la vision, le miroir de ce que nous voulons par rapport aux droits de la femme. Nous travaillons selon les directives de l'ONU Femmes et quand on regarde ces directives, on se rend compte qu'elles prennent en considération presque tous les besoins des femmes. Maintenant, il faut les recadrer dans leur contexte spécifique où tu es en train de travailler afin de soulager les femmes de leur peine, afin de faire en sorte que les droits humains des femmes soient respectés à 100%. D'accord. Et on a la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence contre les femmes qui a été signée en 1993. Là, justement, c'est en Europe où on voit beaucoup plus ces cas de violence qui sont rencontrés. On a eu les cas récents avec la crise sanitaire, le Covid, où on a demandé à certaines femmes, certains couples de se confiner avec leurs conjoints. Et justement, on a eu un taux élevé un peu de violence qui ont recommencé. Parce que peut-être comme il n'y avait plus de travail, il y avait la proximité entre les couples, les violences ont regagné justement de plus belle dans les ménages. Est-ce que vous pensez que quelque part aussi, ces violences sont peut-être dues peut-être à un désamour ou bien peut-être une proximité un peu trop étroite entre les couples ou bien c'est une mésentente justement cordiale entre justement les conjoints? La pandémie de Covid-19 a affecté même les couples, les relations hommes-femmes ici en Afrique. C'est seulement qu'au niveau de nos pays, on fait moins de statistiques pour pouvoir les vulgariser. La pandémie a fait d'abord que il y a des restrictions au niveau du travail de certaines personnes. Ça veut dire que l'homme, qui la plupart du temps amène plus d'argent à la maison, ne part plus au travail, ou alors il gagne moins d'argent. Son ego en subit quelque chose parce que peut-être c'est lui qui doit donner l'argent de la ration à la maison, c'est lui qui doit payer les factures à la maison. Et vous savez que quand tu n'as pas d'argent, tu deviens nerveux. Tu deviens nerveux quand tu n'as pas d'argent. Toutes les questions qu'on te pose deviennent des problèmes. Donc ça fait en sorte que si tu es un homme violent et que tu n'as pas d'argent, tu es foiré. La seule manière pour toi de déstresser, c'est de répondre aussi violemment aux questions que te pose celle avec qui tu es en train d'habiter. On se rend aussi que le fait que tu restes plus à la maison, peut-être tu étais le style où tu sortais, tu buvais un peu avec tes copains, tu penses à autre chose. À la maison maintenant, tu es avec ta compagne. Peut-être que tu commences à lui demander des choses que tu demandais rarement.
Beaucoup plus d'attention. Beaucoup plus d'attention, voilà, le repas à 12h00, voilà. de l'eau pour me laver à 17h, repasse, ainsi de suite. Ça fait en sorte que tu deviens de plus en plus exigeant. Et elle aussi, avec toutes les charges du travail de la maison, elle est plus ou moins lente et voilà. Justement, on peut se poser la question à savoir si les hommes en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout se ressemblent, parce qu'on a toujours ce même concept de violence faite contre les femmes. Et puis, il y a quelques années, même en France, il y avait un concept ni pute ni soumise. On parle toujours de soumission. Les violences faites contre les femmes, c'est aussi une cause de mortalité en Occident, comme ici en Afrique, comme en Asie aussi. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas cette suprématie où on parle d'égalité homme-femme, où on veut toujours avoir la suprématie de l'homme qui prédomine la femme? Les violences contre femmes n'ont pas de race, ils n'ont pas de religion. Non. Quand un homme est violent, il n'est pas violent par rapport à la couleur de sa peau, ni par rapport au fait qu'il aille dans une église. Il est violent. Il est violent et maintenant il exerce cette violence sur la personne qui est censée être la plus faible à côté de lui, et c'est sa femme, ou bien c'est sa compagne, ou alors c'est même sa fiancée. Donc, cette suprématie de l'homme fait en sorte que chaque homme violent, parce qu'on a des hommes qui sont non violents, chaque homme violent pense que pour exprimer sa position de leader, sa position de chef, il faut qu'il arrive à faire de l'oppression sur tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, la violence n'est pas seulement sur la femme, elle va même jusqu'aux enfants. Elle va même jusqu'aux enfants. Nous avons une vidéo qui circule où un homme est en train de taper sur sa compagne dans la véranda, et c'est l'enfant de 11 ans qui est en train de filmer. Un papa qui est violent avec sa femme est forcément violent envers les enfants. Oui, en psychologie, les psychologues le disent aussi, vous avez vécu des violences étant petit, vous allez l'essayer aussi sur vos enfants, vos femmes et tout ça. La plupart des personnes violentes, on regarde souvent ça, il y a deux facettes. Soit tu es né dans un couple où il y avait tellement de violence et pourtant c'est quelque chose de normal. Et en ce moment-là, tu es un homme traumatisé. Soit parce que tu avais vécu ça, tu deviens un peu plus calme, tu deviens non-violent parce que ça t'a vraiment aussi traumatisé. Voilà, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de répertorier ça, de répercuter ça au niveau de ta compagne. Nous allons lire un de plusieurs messages. Salut, la femme a toujours été traitée comme étant un sexe débile. Bon, je sais pas qui écrit ça. Selon moi, ces violences sont dues au désamour et aussi au manque de moyens financiers. C'est Bikula Marie Noëlla Dawson. Elle parle du désamour et justement de finances quelque part qui entraîne justement ces violences. La plupart du temps, la personne qui est violente, c'est quelqu'un qui a d'abord des problèmes elle-même. Elle a d'abord des problèmes elle-même. Il faut prendre l'exemple. Quand tu as peut-être 5 000 dans la poche, on te dit, on te donne un mot un peu fort. Tu ne vas pas réagir comme quelqu'un qui n'a pas 5 francs dans la poche. Oui, effectivement. Parfois c'est aussi, des frustrations. C'est des frustrations que les personnes violentes rencontrent. Maintenant, pour se défendre ou alors pour trouver une position dans la chaîne de valeurs humaines, elles commencent à exercer ces violences-là chez les personnes les plus accessibles. Les plus accessibles. La femme, les enfants, voilà, les petits frères, voilà, et ainsi de suite. Donc, il devient un monstre dans son environnement. Vous avez certainement eu à rencontrer des difficultés sur le terrain. Quelles sont ces difficultés durant le travail? Ouf, nous avons tellement de difficultés. D'abord, première chose, c'est quand tu es féministe, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je tape sur ma femme, ça te regarde? Ah là là. Oui. C'est la première chose. On dit que bon, vous les féministes, vous êtes toujours en train de faire ceci, toujours en train de faire cela par rapport à la femme, alors que la femme elle-même ne se plaint pas. La chose qu'on oublie, c'est que nous-mêmes sommes d'abord femmes. D'accord. Nous luttons contre des choses où nous nous plaignons. Nous nous plaignons des violences qu'on exerce sur nous. Nous nous plaignons du fait que nous sommes forcés à faire certaines choses parce que le construit social pense que la femme doit être X ou Y, Z. Maintenant, l'autre difficulté, c'est un homme qui a été éduqué pour être le chef. Oui. Quel que soit ce que tu vas lui dire,
ça sera difficile qu'il change de comportement. Pour lui, c'est femme, sois soumise. Femme, la tradition dit que femme, ainsi de suite. J'ai réussi à voir dans la Bible, à cause des femmes soient soumises, j'ai réussi à aller à étudier la Bible. J'ai vu dans Éphésiens 5, 21, on dit, soyez soumis les uns aux autres. Ça, c'est un passage de la Bible que personne ne connaît, que personne n'a jamais lu, où on dit, soyez soumis les uns aux autres. Quand on parle des uns aux autres, il n'y a que deux sexes d'êtres humains. Il y a le sexe mâle et le sexe femelle. Donc, soyons soumis les uns aux autres. Toi, l'homme, sois soumis à moi, la femme et moi, et toi, la femme, sois soumis à toi, l'homme. Maintenant, nous avons les femmes elles-mêmes. C'est comme je dis, si tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas que ton mari n'a pas le droit de te fouetter. Ton mari n'a pas le droit de te mettre dehors. Ton mari n'a pas le droit de faire X, Y, Z. Comment est-ce que tu peux te rebeller par rapport à ça? Donc, il faut aussi que nous sensibilisons les femmes, qu'elles soient au courant de leurs droits et de leurs devoirs. Oui. Et surtout, qu'elles soient au courant des processus judiciaires. Parce que quand ton mari te tape, tu fuis la maison à minuit, tu vas chez maman, il faut aller rentrer faire le constat. Parce qu'il peut profiter pour te porter plainte pour abandon de foyer, de domicile conjugal. Si ton mari te fouette, il te met en œil au beurre, va chez le médecin agréé, tu fais ton certificat médico-légal pour que demain, s'il faut aller porter plainte à ton compagnon, que tu aies les preuves. Donc, c'est tout ça. Donc, on a plusieurs barrières que nous rencontrons sur le terrain, mais l'engagement que nous avons mis pour que les femmes soient satisfaites de leur vie, l'engagement que nous mettons pour que les femmes aient des droits autant que les hommes. Je profite pour dire que la différence entre un homme et une femme, c'est juste une question de sexe. C'est juste une question de sexe. L'homme a un sexe qui est différent de celui de la femme. C'est aussi une question de sein. Nos seins en tant que femmes peuvent produire du lait. Par contre, ceux des hommes ne peuvent pas produire du lait. Et c'est aussi une question d'utérus. Moi, je peux porter l'enfant parce que j'ai l'utérus. Toi, l'homme, parce que tu as les spermatozoïdes, tu peux venir féconder mon ovule. Voilà les trois différences. D'accord. On n'a pas d'autre différence entre un être humain masculin et un être humain féminin. Nous avons les mêmes cerveaux qui peuvent produire les mêmes résultats. Nous avons les mêmes capacités d'ouvrir des entreprises, même capacité d'avoir des rêves. Parce que les gens ont toujours pensé que le rêve de la femme s'arrête à faire la cuisine et donner à manger à ses enfants et à son mari. Bien sûr, nous avons des rôles qui sont différents. Moi, je dois faire des enfants, mais toi, tu peux se donner à manger à ses enfants, tu peux faire la cuisine, tu peux faire le repassage, tu peux laver le sol, tu peux ainsi de suite. Donc les rôles sont partagés, selon vous, les rôles doivent être partagés. Mais on dira quelque part que c'est peut-être un concept occidental, ce n'est pas réellement africain, parce qu'en Afrique, la femme doit d'abord être soumise à son mari. Et quelque part aussi, la femme, peut-être, vous êtes du Sud, peut-être aussi. Chez vous, est-ce que votre maman disait à papa, va faire la cuisine, va laver la maison, va balayer la cour, c'était beaucoup plus le rôle de la femme, ça, non? Je vais aller terre à terre. Je suis née, mes parents ont payé mes études. Pourquoi ils payent ces études? C'est pour apprendre à lire à la maison? Non, c'est pour que j'ai un profil de carrière. Ça veut dire que je peux devenir économiste, je peux devenir juriste, je peux devenir X, Y, Z. Maintenant, je rencontre un monsieur en route qui me drague, on devient des amis et peut-être par plus d'affinité, on décide de vivre ensemble légalement. Le mariage, c'est juste un contrat de vie entre toi, X, et moi, Y. Maintenant, dans ce contrat, nous faisons des enfants. Ce n'est pas parce qu'on est marié que tu vas plus laver tes habits. Ce n'est pas parce qu'on est marié que tu dois plus faire la cuisine. Ce n'est pas parce qu'on est marié que tu dois commencer à rentrer à 22 h et moi, je ne sors même pas de la maison. Non. Le respect n'est pas une question de continent. C'est pas parce que je suis une femme de race blanche que tu vas me respecter et ne pas respecter l'autre parce qu'elle est de race noire. Les traditions, la religion, quand on les regarde bien,
il y a quand même dans les religions et les traditions des passages qui sont en faveur de l'harmonie dans le couple. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une grosse entourloupe pour la femme. L'opinion publique pense que quand une femme se marie, elle devient ton lave-vaisselle, elle devient ton fer à repasser, elle devient ta machine à faire cuisine, machine à faire bébé. Non. Nous allons lire un message. Bonsoir, pour moi, la femme est un être qui mérite tous les honneurs. Si ça ne dépendait que de moi, toutes les femmes devraient avoir un salaire chaque fin de mois juste parce qu'elle est femme. Bon, là, c'est certainement un homme qui admire les femmes. C'est pas un homme qui admire les femmes, c'est un homme qui est juste. Dans plusieurs pays, il y a des allocations familiales parce que tu as fait un bébé. Parce que tu as fait un bébé, ça veut dire que tu as donné un être humain qui va contribuer à bâtir une nation. On te récompense par rapport à ça. Et une forte récompense, hein? Une forte récompense. Les femmes sont celles qui éduquent les enfants. D'accord. Que tu sois né homme ou femme, la première éducation que tu recevras, ça sera l'éducation de ta mère. Maintenant, si ta mère qui te dit, voilà comment tu dois vivre, voilà comment tu dois évoluer sur la terre, est maintenant bafouée. Imagine que toi, un enfant garçon, maman te dit tous les jours, il faut que tu sois un homme intelligent, il faut que tu sois un homme ceci. Et le soir, ton père vient tabasser, bastonner, faire couler le sang sur ce modèle qui est ta mère. Comment est-ce que tu vas réagir plus tard? La personne que tu peux avoir pour modèle, pour éducatrice, est tabassée par un autre être humain qui est de ton sexe. Ça veut dire qu'il te montre à ce moment-là que tout ce que tu dis là, c'est zéro. D'accord. Tout ce que tu dis, c'est zéro. Je la tape quand je veux. Oui. Alors, vous avez de l'expérience déjà sur le terrain, ça on sait déjà. Alors, que pensez-vous justement des femmes africaines qui aujourd'hui se démarquent justement par leur combat sur le terrain? Est-ce que d'ici quelques années, si on se projette, vous pensez que les femmes africaines pourront essayer d'éradiquer un peu ce phénomène de violence faite aux femmes? Pour résoudre le problème de violence faite aux femmes, il faut d'abord que la composante féminine qui subit ces violences-là s'exprime. Et c'est ça que nous faisons. C'est pour ça que vous voyez plusieurs femmes dans plusieurs pays se lever pour dire on en a marre. Oui. On est fatigué de subir toutes ces violences au nom de X, Y, Z. Maintenant, la personne qui fait ces violences sur la femme, c'est l'homme. Il faudra que l'homme aussi soit sensibilisé, qu'il comprenne que le fait d'exercer une violence sur un autre être humain simplement parce que c'est une femme, ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Et maintenant, il faut que toutes les femmes, d'une seule voix, comme on dit, regardent en amont et en aval. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire au même moment. Que chacun puisse apporter sa goutte d'eau pour que la machine puisse véritablement fonctionner. Oui. Et il faut que nous soyons de plus en plus engagés parce que la plupart des femmes qui se lèvent pour combattre les violences faites aux femmes, elles sont aussi parfois à la fin victimes de ces violences. Non seulement maintenant de la part de leurs consoeurs qui n'ont encore rien compris au processus, oui, mais aussi de la part des hommes qui en profitent pour faire d'elles des ennemis des autres femmes. Pour leur dire, mais ces femmes-là, c'est des féministes. Si tu regardes la plupart d'entre elles sont des célibataires. Ils ne trouvent que des petites failles qui font en sorte que le combat que les femmes mènent en faveur, ou alors en faveur de la riposte contre les violences faites aux femmes, soit dévalorisé au niveau des communautés des femmes, soit dévalorisé au niveau même de la loi. On se rend compte que les racines, les causes de la violence sont basées sur des institutions qui sont fortement ancrées au niveau de notre société. D'accord. La religion. Oui. Comment tu vas combattre ce passage de la religion qui dit « Femme, sois soumise à ton mari ». C'est difficile. Ouais. Il faut avoir beaucoup de force pour combattre cela. Comment tu vas combattre cette tradition qui dit que dès que ton mari meurt, il faut que tu fasses des rites de veuvage, où tu te sens tellement mal à l'aise. Alors que si c'est le mari qui meurt, on va rien lui faire. Comment tu vas combattre cette loi qui dit que si tu divorces avec ton mari, lui, il peut traverser la route
pour aller se remarier pendant que toi tu dois attendre un certain nombre de jours parce qu'on suppose que tu pourrais être enceinte de lui et comme c'est le patriarcat, l'enfant doit lui revenir. D'accord. Il y a toujours les messages qui arrivent, mais c'est des messages d'encouragement. Bonsoir, moi c'est Hilaire Edje. À propos de la femme africaine, surtout celle-là, elle mérite beaucoup de respect envers la société. Alors aujourd'hui, on voit des femmes justement qui font dans la politique, on voit des femmes qui se démarquent justement dans ce domaine, l'Assemblée nationale, on voit des femmes qui ont des entreprises. Est-ce que vous pensez que justement ces femmes influentes, ces femmes de tête, ces femmes leaders, quelque part aussi ont justement marqué un peu de leur poids justement pour ce combat que vous faites au quotidien? Ce sont des femmes courageuses, des femmes dynamiques, des femmes à prendre pour exemple. D'accord. À prendre pour exemple parce que pour devenir quelque chose ou quelqu'un, il faut avoir vu que quelqu'un a aussi pu le devenir. Pour qu'il y ait des femmes qui soient députées, il faut qu'elles aient déjà vu qu'il y a une femme qui a pu être députée. D'accord. Elles sont à encourager. Mais je dis aussi que une fois que tu as une position de leader, Oui. en tant que femme, mène des activités qui favorisent le fait que d'autres femmes deviennent des femmes leaders. Oui. Ça fera en sorte que les difficultés que tu rencontres pour devenir femme leader à ton niveau soient plus ou moins atténuées et diminuées parce que il y a déjà plusieurs femmes qui combattent pour devenir aussi des leaders comme toi. D'accord. Mais on dit souvent que les femmes ne se supportent pas entre elles, entre autres aussi. Mais aujourd'hui, on voit les femmes politiques notamment qui, justement, on parle du genre, le gender sensitive. Le genre, les femmes sont beaucoup plus actives en politique. C'est elles qui vont même beaucoup plus voter. Mais pourquoi est-ce que les femmes ne s'entraident pas, peut-être ne se soutiennent pas dans un cadre où peut-être on verrait des femmes chefs d'État ou bien des femmes qui mèneraient un gouvernement à elles toutes seules? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette scission entre les femmes, cette entente qui n'est pas toujours quelque part un peu considéré? On va d'abord se rendre compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Ça veut dire que s'il faut voter, il y aura plus de femmes qui vont voter. S'il faut, par exemple, mener une action, les églises sont pleines de femmes par rapport aux hommes. Les meetings de partis politiques ont plein de femmes par rapport aux hommes. Maintenant, les femmes leaders qui arrivent à se positionner, la plupart du temps, c'est simplement si c'est pour l'électorat, pour qu'on attire l'électorat féminin. Si on a un conseil municipal qui a 11 membres, on va se rendre compte qu'il y a peut-être 4 femmes. Le reste, c'est des hommes. Oui. Le quorum même qu'on veut atteindre de 30 au Cameroun, qui est d'ailleurs petit, Oui. elle n'est pas toujours atteint. Respecté, effectivement. Ça fait en sorte que ces femmes qui sont propulsées à la place de leader, la plupart du temps, parfois c'est les hommes qui sont qui participent à cela. Et maintenant, arrivant à leur place de leader, elles sont obligées ou alors elles sont contraintes à vivre d'autres réalités qu'elles n'avaient pas vues avant d'arriver là-bas. Peut-être qu'on va leur dire, tu es déjà ici, on voulait seulement qu'il y ait une femme ou deux, ne fais pas que les autres arrivent ici. Et maintenant, dans ces activités, ça ne sera pas des activités où elles peuvent faciliter que la femme participe à la prise de décision. Ça sera des activités pour répondre aux besoins pratiques des femmes. Oui. C'est pour ça que vous vous rendez compte que quelqu'un est député à l'Assemblée nationale, au lieu de faire en sorte que les femmes deviennent aussi des députés, ils commencent à donner des activités génératrices de revenus, devenir des vendeuses, devenir je sais pas, vendre des produits. Restez là-bas en bas, chercher un peu d'argent. Ne venez pas ici où moi je suis déjà un homme-femme. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, elle a envie de prendre la position de l'homme. Ouais. Elle se dit, moi je suis déjà un homme, je suis arrivé ici. Si une autre arrive, elle sera une concurrente. Oui. On peut avoir ce genre de mauvais grain. Mais la plupart des femmes, comme par exemple, moi j'ai vu le renouvellement des organes de base, j'ai vu des femmes qui veulent devenir Les présidents de section voilà. dit par exemple, si vous me votez, je vais faire ceci pour les femmes, je vais faire cela pour les femmes et ainsi de suite. Nous sommes d'accord, mais il faut seulement tenir à la promesse parce que parfois, en tant que leader femme, on a envie de rester aussi seul pour devenir, parce que quand tu es un leader, tu te dis, bon, je suis déjà un homme. Il faut que les autres femmes qui sont femmes là-bas, toi tu es femme-homme, restent à leur niveau pour que tu puisses aussi les dominer. Non, mais on sait aussi que la politique, c'est un peu de la démagogie, on marginalise aussi les populations. Alors, vous allez un peu essayer de nous parler de votre rôle dans le domaine socio-économique. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Dans le domaine socio-économique, la première chose, c'est que je suis une formatrice. D'accord. Je forme, je forme les jeunes à l'entrepreneuriat, Oui. au suivi évaluation des projets. Oui. Et aussi, avec les deux entreprises que j'ai, je recrute les jeunes. D'accord. Beaucoup plus, Et oui. vous les recrutez où? C'est ici à Yaoundé, à Douala, c'est où? C'est ici à Yaoundé. Je suis basée ici à Yaoundé. Donc, Diamant Service est basé à Yaoundé. Michel Hôtel aussi est basé à Yaoundé. Et les institutions où je donne cours sont aussi basées à Yaoundé. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos entreprises? Dans nos entreprises, nous vendons des services à nos clients et nous répondons à leurs besoins pour qu'ils soient satisfaits. Et comme chaque entreprise, nous avons quelques employés. Nous faisons des efforts pour que chacun ait son salaire à la fin du mois et puisse être heureux dans sa vie. C'est un peu ça. D'accord. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'avez-vous déjà eu à entreprendre depuis que vous avez peut-être ouvert vos entreprises? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Quels sont les gens que vous avez formés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Je crois que mes étudiants me regardent à la télé aujourd'hui. Vous-même, vous allez venir dire ici. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Certains sont même devenus plus grands que moi, ont beaucoup plus d'emprise que moi. Parce que, comme je dis toujours quand j'enseigne, c'est les étudiants qui bénéficient. Parce que nous, on leur donne le savoir que nous avons déjà. Et ils ajoutent à leur savoir. Ça fait notre savoir plus leur savoir. Maintenant, on a des étudiants qui travaillent, par exemple, dans des grandes sociétés, oui, des grandes firmes, dans des ambassades même. Il y a des étudiants qui sont dans les ambassades, dans des grandes sociétés, qui sont dans des grands ministères, avec des grands postes. Ils sont tellement nombreux, je peux pas tout dire. Dans ce domaine-là, oui, j'ai plusieurs étudiants. Et vos activités se déroulent beaucoup plus à Yaoundé, dans le Cameroun, ou bien vous avez eu l'intention, ou bien vous avez déjà eu à traverser le Cameroun pour travailler sur d'autres projets? J'ai été pendant 2 ans, depuis 2017, je suis membre du conseil consultatif à l'Union africaine pour les questions de santé reproductive des jeunes. À l'Afrique centrale, nous sommes 2, moi au Cameroun et une autre personne qui est là-bas au Congo-Brazzaville. D'accord. Oui. Donc, nous travaillons et nous faisons des efforts pour contribuer à l'amélioration des conventions au niveau de l'Afrique, à l'amélioration des lois au niveau de l'Afrique. J'ai parcouru plusieurs pays où je suis allé faire des séminaires pour dire ce que je pense sur certaines lois, pour dire ce que je pense sur les violences faites aux femmes, et beaucoup plus parce que je travaille pour la santé sexuelle et reproductive, beaucoup plus pour donner mes points de vue sur les stratégies de lutte contre le VIH. Ah oui, justement, parlons dans le domaine de la santé. Comment est-ce que vous travaillez justement pour faire des recensements? Comment est-ce que vous approchez ceux qui sont peut-être atteints de VIH, entre autres, et les IST aussi? Comment ça se passe justement le travail sur le terrain? Ce que nous faisons pour la lutte contre le VIH, la première chose, c'est la sensibilisation pour le dépistage. La sensibilisation pour le dépistage, on sensibilise, on parcourt le pays, on le fait même virtuellement. Et on met en place des caravanes mobiles de dépistage au VIH. Oui. Vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Santé? Comment ça se passe? On suit on travaille en collaboration avec le ministère de la Santé dans les formations sanitaires. D'accord. Et nous avons plusieurs bailleurs de fonds qui financent ces... On sait que le Fonds mondial a alloué au Cameroun 1500 milliards pour la lutte contre le VIH, la tuberculose, entre autres, il y a quelques années. Le chef de l'État était justement à Lyon pour signer cette convention. Est-ce que vous bénéficiez de ce fonds aussi? Ce n'est pas seulement ce fonds, d'autres personnes peuvent en bénéficier, mais nous avons aussi le PEPFAR, le programme pour l'ambassade des États-Unis. Nous avons par exemple Positive Action Fund for Children, qui est une ONG basée en Angleterre qui finance nos activités. D'accord. Grâce à ces 2 bailleurs de fonds, nous avons déjà pu faire presque, je sais pas, peut-être c'est presque 700 000 dépistages depuis 2011. Et nous avons déjà pu équiper les centres de santé, parce que nous équipons les centres de santé au niveau des maternités. Nous avons équipé par exemple le centre de santé intégré de Fouladja. Nous avons équipé le centre de santé intégré de Ngouloumakon, où nous remettons des lits, des lits, comment on appelle ça, des lits pour accoucher. Oui. Nous remettons des kits. Pour les maternités. Pour les maternités, nous remettons même
comment on appelle ça, oh, je suis en train d'oublier. Nous équipons les laboratoires aussi. D'accord. Nous construisons même des salles de classe. Oui. Grâce à l'ambassade des États-Unis, du Japon, je suis en train de parler de nos bailleurs de fonds maintenant pour les remercier. D'accord, d'accord. L'ambassade du Japon a pu nous aider à financer la construction de 5 salles de classe à l'école publique de Nkolongo. Là-bas, c'est dans l'arrondissement de Mbankomo. Nous avons construit et équipé 5 salles de classe. L'ambassade des États-Unis a permis que nous puissions équiper 2 hôpitaux. L'hôpital de Ngulmakong et l'hôpital de Fouladja. On a eu notre bail de fonds Mimeza qui a permis toujours que nous équipons les hôpitaux. D'accord. Ce sont des projets phares. Nous avons par exemple le fonds Mérieux pendant le Covid, la pandémie de Covid-19 qui nous a permis de mettre des stations de lavage de mains mobiles, de 10 robinets dans certains hôpitaux ici au Cameroun. La lutte contre le VIH pour nous, ça passe par le dépistage, nous faisons des dépistages. D'accord. Par l'encouragement et le lien au traitement. Oui. D'accord. Merci. On voit que Madame Ateba est très occupée. Il y a toujours beaucoup à dire. Nous allons passer maintenant à la seconde rubrique qui est l'entretien. Bonjour, bonjour. Coucou Michel Ateba. C'est une très grande joie pour moi de faire cette vidéo. Voilà, pour te rendre un vibrant hommage pour le travail que tu fais. On s'est connus évidemment depuis le début des années 2000. On a parcouru pratiquement le Cameroun et une partie du monde pour parler et promouvoir les droits des femmes. La question de genre, la question d'égalité de sexe. Et évidemment, tu as pris ça tellement à cœur que tu as créé ton ONG Mengwa. J'apprécie énormément ce que tu fais pour les femmes et pour les jeunes. Surtout pour les femmes qui donnent la vie. Tu te bats pour qu'elles ne meurent pas en couche. Et c'est un combat extrêmement honorable. Pour les jeunes, tu te bats pour qu'ils aient toujours une chance. Que le développement ne les laisse pas de côté et que le développement ne crée pas plutôt des effets négatifs voilà, dans leur vie. Merci énormément pour le travail que tu fais. Je suis très heureuse d'être membre de ta plateforme contre les violences faites aux femmes. Bon, les violences en général, mais surtout les violences basées sur le genre. Le fait d'avoir créé ce numéro vert qui permet aux personnes, aux femmes victimes de violences, de pouvoir se référer, de pouvoir trouver de l'aide, de pouvoir se faire conseiller, c'est quelque chose de magnifique. Tu as mis sur pied cette plateforme qui est accompagnée par les spécialistes de tous bords, les sociologues, les personnes, voilà, les spécialistes du droit, les conseillères juridiques, les conseillères psychosociales et tout. Parce qu'effectivement, les personnes et les femmes, particulièrement les femmes victimes de violences, ont besoin d'être soutenues et d'être accompagnées de manière spécifique selon leurs besoins. Merci énormément pour ce que tu fais dans le développement. Merci pour la personne joviale, gentille et sympathique que tu es. Merci aussi de t'intéresser dans vraiment l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, on ne peut pas promouvoir l'autonomie financière pour les autres sans soi-même être dans la bataille, dans la création d'entreprises, dans la création d'activités génératrices de revenus pour soi-même et pour les autres. Merci énormément pour tout ce que tu fais. Porte-toi bien et bonne interview. À bientôt. Alors, Madame Michel Ateba, je vous vois souriante. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Madame Evelyne de s'exprimer ainsi sur vous Evelyne, c'est une combattante. On a travaillé depuis des années. Je ne peux même pas savoir. Ça peut faire 20 ans, je ne peux plus savoir. On a été dans tous les combats au niveau du développement, au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. On a été même quand, comme les autres appellent, cette histoire déjà est arrivée au Cameroun. On a parcouru le Cameroun pour apprendre les coutumes, les us. On a parcouru le monde pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes soient si marginalisées. Qu'est-ce qui fait en sorte que
un être humain pense que la femme est un être humain inférieur. Donc quand je la vois comme ça, je suis contente. Et surtout contente parce que plusieurs qui étaient venus dans le même bateau sont allés se reposer. D'accord. Ils sont allés se reposer. Et elle, moi et certains, on est toujours là pour mener le même combat. D'accord. On a le même combat, on a la même idéologie, on a la même vision. On a envie que les choses changent afin que chaque être humain puisse être satisfait de sa vie. Evelyne a aussi évoqué le fait que vous vous intéressez à la maternité, justement à l'accouchement des jeunes femmes. Oui, je lutte contre les grossesses précoces et indésirées. Ça se passe au niveau des écoles, ça se passe aussi au niveau des communautés musulmanes parce que aller à mariage très tôt faut en sorte que tu aies des grossesses précoces et c'est aussi à cause de ça que nous formons les sages femmes pour qu'elles mettent en place des structures conviviales qui puissent accueillir des jeunes qui veulent peut-être, qui sont déjà enceintes. Et c'est aussi pour ça que nous équipons les maternités afin que chaque femme qui donne la vie ne meure pas. D'accord. En donnant cette vie. Et c'est aussi pour ça que nous sensibilisons les parents. La grossesse n'est pas une maladie. Si ta fille, elle a 11 ans, elle a 12 ans, elle a 13 ans, elle a un âge que tu penses encourager des jeunes non, filles. On n'encourage pas. Ça, ce sont des cas d'accident. On appelle ça des cas d'accident. Si ta fille vient à la maison avec une grossesse, ce n'est pas une maladie. Elle peut accoucher et aller à l'école. Mais on a vu des parents et des écoles même où dès que tu es enceinte, on te chasse. Et parfois, comme les parents africains, on connaît plus élever nos enfants par la répression. Dès qu'on te chasse comme ça, tu deviens celle qui a raté sa vie, celle qui n'a plus rien à faire avec sa vie. Oui. On a envie de faire surtout que tu arrêtes ton école. L'enfant, c'est 9 mois dans le ventre. Après, la maman peut s'occuper de l'enfant et aller aussi à l'école. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la seconde vidéo avec le concours de la régie. Madame Michelle Karine Ateba, c'est une professionnelle du développement et en même temps, elle est coordonnatrice des projets, des programmes de Memba Action Jeune en abrégé Marche. Je l'ai connue il y a de cela 8 ans. Je commençais à travailler avec elle il y a de cela 8 ans. Et je suis sa collaboratrice directe. Je suis Madame Dolo, Belle Christine. Je travaille avec elle. Présentement, dans l'organisation, je m'occupe de l'administration et des finances. Qui elle est, Madame Karine Ateba? C'est une lionne. C'est un éléphant. Elle ne recule devant rien, pour la bonne cause, bien sûr. Donc, c'est une professionnelle de développement, comme j'ai dit. Son combat de tous les jours, c'est de soutenir les jeunes, c'est de créer un monde où le jeune est satisfait de sa vie, c'est de créer un environnement où le jeune est écouté, de créer un environnement où le jeune est suivi, c'est de créer un environnement où les jeunes est encouragés, c'est de créer un environnement où le jeune est satisfait de sa vie. Alors, à son actif, elle a plusieurs projets, elle a mené plusieurs projets pour atteindre cet objectif ou alors ce but ultime. Dans le domaine de la santé, particulièrement dans le domaine de la santé, elle mène plusieurs projets avec des femmes enceintes. Elle a facilité le projet sur la PTME, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est un projet qui consistait à encourager la femme dans le milieu rural à aller à l'hôpital parce qu'elle s'est rendue compte que les femmes dans ces milieux-là, quand elles tombaient enceintes, elles allaient plutôt vers les accoucheuses traditionnelles, elles ne se rendaient pas à l'hôpital. Et c'est comme ça que le VIH se multipliait de la mère à l'enfant. Donc, ce projet facilitait, encourageait les femmes à aller à l'hôpital, faire leur CPN et à partir de là, pour celles qui ont contacté le virus du VIH, on les accompagnait afin de donner vie à des bébés sains. Donc, et pour cela, elle a aussi équipé plusieurs maternités dans la communauté
simplement pour encourager, toujours encourager ces femmes-là à se rendre à l'hôpital, parce que certains disaient, voilà, nous ne pouvons pas aller là-bas, il n'y a pas de différence à l'hôpital, il n'y a pas de différence entre chez la coucheuse traditionnelle et à l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de plateau technique. Donc, ce qu'elle faisait, c'est équiper les plateaux techniques des maternités pour encourager ces femmes à aller à l'hôpital, à se faire consulter et à prendre soin de leur état de grossesse, et pour celles qui sont VIH+, à pouvoir être suivies au niveau de la prise en charge des femmes enceintes et séropositives. Maintenant, Action Jeune mène aussi beaucoup des actions sur le terrain avec des jeunes, bien sûr, parce que, comme on a dit, notre objectif, c'est de créer un monde où le jeune est satisfait de sa vie. Dans le domaine de la santé aussi, nous faisons beaucoup de plaidoyers, nous allons dans des écoles et nous sensibilisons les jeunes à une bonne santé sexuelle et reproductive. En plus de ça, aussi dans le domaine de la santé, la coordinatrice des programmes de marche a facilité la construction de beaucoup d'écoles primaires, tout juste pour que les parents qui ne veulent pas envoyer leur petite fille à l'école, soi-disant l'école est très loin et tout ça, elle a tout fait pour faciliter dans certaines communautés la création, la construction des salles de classe, afin de permettre à ces jeunes-là, à ces jeunes filles-là, d'être instruites. Aussi, entre autres, je vous ai dit, c'est une femme très dynamique. Elle soutient en même temps les femmes victimes de violences dans leur ménage. Parce que vous voyez, avec de nos jours, on voit beaucoup de cas de femmes qui sont violentées, des femmes qui sont battues, des femmes qui meurent même à cause des violences conjugales. Donc, elle ouvre ses bras à ces femmes-là, elle écoute ces femmes-là, elle ne les laisse pas seules. Elle ouvre les bras à ces femmes-là, elle les recueille et elle les écoute, elle apporte à ces femmes du soutien psychologique. Elle les lie à des professionnels qui prennent soin d'elles et qui permettent à ces femmes de reprendre courage, de continuer avec leur vie. Elle sensibilise. Elle a un réseau de plus de 150 professionnels qui s'occupent de cela. Donc, c'est une femme vraiment engagée qui veut tout faire pour laisser sa marque pour le développement au Cameroun. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent à Madame Michelle Karina. Vous êtes une femme engagée qui veut tout faire pour laisser votre marque. Alors, on vous voit très émue avec votre collaboratrice, Madame Christiane. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'entendre ça, qui vient de votre collaboratrice avec qui vous travaillez tous les jours, qui vous connaît sur le terrain, qui justement voit votre engagement perpétuel? C'est vrai que chaque fois que quelqu'un parle de moi, j'ai envie de chercher cette personne dont on parle. Je me dis, c'est moi qui fais tout ça. Et parfois, j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses. Mais je pense que je fais l'essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations. Je tiens compte de deux spécificités. La spécificité jeune, parce que les jeunes sont l'avenir de demain. Ce que nous, on a raté, ils peuvent venir changer. Voilà. Donc, pour moi, c'est la pépinière qu'il faut encadrer, que les jeunes sortent de cette pépinière étant parfaits. C'est vrai qu'être parfait, c'est pas possible, mais qu'ils donnent se rapproche de la perfection. Qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils commencent à grandir, et au fur et à mesure, ils vont venir changer les lacunes que nous, on a eu à intégrer dans ce beau monde. Maintenant, je m'attarde aussi sur la spécificité des femmes, parce que les lois, les coutumes, les traditions ont tellement fait penser à la femme qu'elle est un être humain inférieur, qu'il y a certaines qui vivent cette infériorité et meurent étant inférieures. Donc, je fais des efforts pour montrer aux femmes que une femme, c'est comme un homme. Un être humain égale à un être humain. Pourquoi quand on va voter, une voix égale à une voix? Mais quand il faut maintenant vivre le quotidien, il y a une spécificité qui est supérieure à l'autre. D'accord. Une femme égale à un homme. Nous avons un dernier message. Bonsoir. Pour moi, s'il y a égalité des sexes, il faudrait qu'il y ait égalité des contributions dans le foyer. Dans le cas contraire, la femme doit se soumettre, comme dit la religion. D'accord. Égalité de contribution dans le foyer. Moi, si Michelle Karina Teba, je ne travaille pas du tout.
Je suis mariée à Michel aussi parce qu'il y a Michel masculin. Quand il part au travail le matin, qui reste laver le sol? Donne-moi le salaire de ce lavage de sol. Quand tu sors, je reste laver tes habits, repasser tes habits. Donne-moi le salaire parce que je suis resté laver tes habits. Quand tu n'es pas là, c'est moi qui m'occupe, je suis la gardienne de la maison. Donne-moi. Nous, les femmes, nous faisons des travaux qui ne sont pas rémunérés au sein du couple. Maintenant, on a l'impression que nous n'apportons pas notre contribution. Tes 1000 francs ou tes 2000 que tu donnes par jour là, et tes 30 000 que tu payes à la maison, est-ce que tu peux me payer être femme de ménage, hein, technicienne de surface, c'est peut-être 80 000 ou 100 000. Donne-moi donc les 80 000 là. Celle qui lave les habits, le pressing c'est combien? La chemise c'est peut-être 1500, 2000. Donne-moi cet argent-là, on comptabilise. On va se rendre compte que ton petit salaire que tu ramènes à la maison là ne vaut même pas les travaux domestiques que moi, en tant que ta femme qui ne travaille pas, qui ne sort pas, mais qui passe de 6 heures à minuit en train de travailler pour que tu vives bien. Le montant qu'on a me payer va dépasser ton petit salaire que tu ramènes à la maison. Maintenant... D'accord. Là, je vois que vous êtes déjà sur vos gants. Nous allons donc passer à la dernière rubrique qui est le quiz. Nous sommes bien entendu revenir à la dernière rubrique. Cette rubrique, c'est le quiz. On vous pose des questions qui vont hors contexte peut-être de votre métier et de ce que vous faites au quotidien. Alors, la première question, ce sera basée sur l'enfance. Comme vous travaillez avec des jeunes enfants. Alors aujourd'hui, on voit souvent, il y a des pays qui sont en guerre, attaqués et tout. Que pensez-vous des enfants soldats? L'enfant soldat, c'est un crime contre l'humanité. Parce que moi, j'ai suivi la guerre au Rwanda. Pour avoir les enfants soldats, on enlève les femmes. On enlève des femmes, on vous amène, on vous viole. Et maintenant, vous mettez, après 9 mois, l'enfant est né. Cet enfant-là, dès qu'il naît, on te le retire. Les soldats commencent à l'élever pour qu'il devienne un enfant soldat. Première possibilité. Deuxième possibilité, ils enlèvent des enfants partout. Et ils les entraînent à tirer et à tuer. Ils deviennent des enfants soldats. Le simple fait qu'un enfant soldat existe, c'est un crime contre l'humanité. D'accord. Alors aujourd'hui, on fait face justement à des violences faites aux femmes. Est-ce qu'on peut parler du contraire? Que pensez-vous des violences faites aux hommes par des femmes? Bien sûr, la violence n'est pas l'apanage de l'homme. Chaque être humain peut devenir violent. Moi-même, je peux devenir violente. D'accord. Il y a des femmes qui exercent des violences psychologiques, des violences physiques sur les hommes. Ce qui fait en sorte que les violences faites aux femmes attirent notre attention, c'est que s'il y a 5 hommes, c'est un quart d'homme qui est en train de subir la violence. S'il y a 5 femmes, c'est 4 femmes et demie qui subissent la violence. C'est pour ça qu'on s'attarde sur les violences faites aux femmes. Et je profite pour répondre à une question qu'on me pose toujours. Pourquoi tu ne luttes pas contre les violences faites aux hommes? Je lutte contre les violences. Toute forme de violence. Mais de manière particulière, je m'attarde sur les violences faites aux femmes. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de vaccins un peu partout. On parle du vaccin contre le Covid-19. Et il y a quelque temps, on parlait justement du vaccin du col de l'utérus. Que pensez-vous de ce vaccin? Tout ce qui concerne la santé, une fois que c'est validé au niveau mondial, est bon pour l'être humain. Maintenant, il faut amener les populations à connaître, à comprendre quelle est l'importance de cette décision. Oui. Si vous venez avec un vaccin et vous n'informez pas de A à Z les populations sur les avantages et les inconvénients de ce vaccin, ça sera un vaccin qu'on va d'abord rejeter. Oui. Il faudra que des savants puissent arriver à comprendre ce que c'est. Et maintenant, ils vont accepter. Nous, alors les ignorants,
Si vous ne dites pas ce que ça, on va penser que c'est une nouvelle forme d'esclavage, une nouvelle forme de nous rendre stériles. Oui. Par exemple, le vaccin sur la COVID, nous on le prend parce qu'on doit voyager. Oui. Si tu n'as pas de vaccin, tu ne vas pas voyager. Donc c'est imposé au niveau des conventions internationales. Mais il faut expliquer à la population l'importance et l'utilité de chaque vaccin et les avantages et les inconvénients de chaque vaccin. Alors, vous avez parlé de Covid tout à l'heure. Il y a des solutions endogènes. On sait que le gouvernement camerounais a homologué quelques médicaments qui sont usés comme des adjuvants pour lutter contre la Covid-19. Que pensez-vous des solutions endogènes pour la lutte contre le Covid-19? Je me souviens, j'ai été au village pendant la recrudescence de la Covid-19, mais on m'a montré toutes les écorces possibles qu'il fallait boire et ainsi de suite. Mais ce que je dis, c'est que les véritables personnes qu'on a vraiment détectées malades, ou alors ayant attrapé le virus de Covid-19, beaucoup qui ont bu ces remèdes sont morts. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne que pour plusieurs maladies, il faut aller à l'hôpital, il faut boire les remèdes qui sont déjà homologués. Oui. Parce que les autres là, c'est sans dosage et ainsi de suite. Mais si tu, par exemple, tu es herboriste, tu aimes beaucoup plus les remèdes traditionnels, rien ne t'empêche d'associer les deux. Les remèdes conventionnels que tout le monde a déjà reconnu que ça soigne. Les remèdes phytosanitaires. Tu peux boire les deux. D'accord. Ok, aujourd'hui on parle de vaccins. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Oui, tu ne peux pas sortir du pays sans être vacciné. Tu es obligé. D'accord. Aujourd'hui on voit une jeunesse un peu qui est justement dépravée, une jeunesse qui quelque part se sent un peu perdue. On a le phénomène des porte-monnaies magiques. Est-ce que vous avez entendu parler? Je vois ça à Facebook. Oui. Les jeunes ont beaucoup de problèmes actuellement. Oui. La facilité d'abord. Parce qu'ils regardent des films où on voit un enfant de 17 ans qui est devenu multimilliardaire. Oui. Ils regardent des métiers où parce qu'on n'est pas parti à l'école, on est devenu riche. Ils cherchent des facilités. Ils cherchent des facilités. J'ai par exemple un adage que je dis toujours, que on a envoyé un SMS à un monsieur a fait l'erreur d'envoyer 1 million par 500 000 par Orange Money à quelqu'un. Maintenant, il dit à la personne, donne donc ta mère. C'est l'argent pour donner ta mère par rapport à ces 500 000. Le jeune lui répond que j'ai d'autres amis qui veulent aussi ces 500 000, vont donner leur mère. Voilà, exactement. Les jeunes aiment la facilité. Oui. Tu dis à un jeune maintenant, fais l'école, il te dit, est-ce que ton fils a beaucoup fait l'école? Ah, il vous donne des exemples exceptionnels, des personnes exceptionnelles qui ont pourtant, actuellement, c'est Samuel Eto'o-Fils qui est ambassadeur de l'UNICEF qui fait justement la communication. La promotion pour aller à l'école. Effectivement. Voilà. Oui. Parce que chaque chose a son âge. C'est ça moi ma réflexion. Oui. Il y a un âge pour l'école, un âge pour commencer à toucher de l'argent. Oui. Maintenant, porte-monnaie magique, alors que tu ne fais aucun effort. Toi-même, quand on te donne un argent où tu n'as fait aucun effort, tu penses que c'est l'argent du diable. C'est l'argent du diable. Un jour ou un autre, il faudra bien payer parce que tu as utilisé cet argent. Ok. Bon, écoute, on a fait le tour des questions du quiz. Ben, on va continuer avec l'entrepreneuriat et notamment beaucoup plus dans le domaine des violences faites aux femmes. Quel est le conseil que vous donnerez à une femme aujourd'hui, celle qui vous regarde actuellement, concernant les violences? Si une femme subit une violence, comment est-ce qu'elle doit réagir? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La première chose, c'est de ne pas tolérer la violence. N'acceptez pas qu'on exerce une violence sur vous. À l'instant T où on exerce la violence sur toi, fais tout pour t'en sortir indemne, pour ne pas sortir morte. Ne te dis pas que je laisse, il me tue, après je vais aller dire aux gens, non. Tu as devant toi quelqu'un, un adversaire, bats-toi à la même dimension de la force de cet adversaire. Te donne un coup de poing, il t'appuie le coup, fais tout pour que tu ne meurs pas. Parce qu'il y a aussi ça. Quand ton mari te fouette, tu restes là, il faut qu'il me fouette bien, et puis bon, le monsieur... Donc, il te faut, tu lui donnes un bon coup de poing aussi quelque part. La prochaine fois, avant de te fouetter, il va d'abord réfléchir. Il saura qu'il a en face de lui un adversaire, il n'a pas en face de lui un tam-tam sur lequel il va venir battre. Deuxième chose, dès qu'il finit, dès que tu t'en sors, va rapidement à l'hôpital. Va d'abord te rassurer que tu n'es pas en danger. Il ne t'a pas créé une hémorragie, il ne t'a pas créé ceci. Va à l'hôpital. Et là-bas, fais-toi consulter et demande un certificat médical. Maintenant, si tu veux porter plainte,
appelle un huissier, qu'il constate tout ce qui s'est passé et va à la gendarmerie, au commissariat ou dans un palais de justice pour porter plainte. D'accord. Maintenant, il faut avoir le cœur, comme on dit, pour supporter le processus de répression qu'on va venir mettre en place par rapport à ton oppresseur. Mais avant que tout cela n'arrive, il faut toujours prévoir la violence. Il faut prévoir la violence. Nous les femmes, parce qu'on est déjà assez grandes, faisons en sorte que les filles que nous accouchons aillent à l'école le plus longtemps possible, qu'elles fassent les plus hautes études. On a remarqué qu'une femme qui a fait les hautes études subit moins de violence qu'une femme qui n'a pas fait des hautes études. On a remarqué aussi qu'une femme qui a son emploi, un emploi qui permet en sorte qu'elle paie son loyer, sa nourriture, ses habits, son transport et tout, supporte moins la violence qu'une femme qui dépend totalement ou entièrement financièrement de l'homme. Et maintenant, à l'école, parce qu'il faut commencer avec une nouvelle dynamique de population. À l'école, depuis le bas âge, il faut montrer à la femme et aux jeunes, aux petits garçons et à la petite fille que ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Nous les mamans, arrêtons de faire en sorte que quand ta petite fille est en train de jouer au ballon, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais là-bas avec les garçons. Viens à la cuisine ici là m'aider à préparer le repas de la journée. La dynamique de répression contre les violences faites aux femmes doit se passer à tous les niveaux, à tous les âges, et doit aller ensemble. Parce que si tu ne sensibilises que les petits enfants, les grands vont montrer le mauvais exemple. Donc, sensibilisons toutes les couches afin que chacun comprenne le même message et que nous puissions véhiculer le même message, quel que soit l'âge que nous avons et quel que soit le sexe que nous avons. Maintenant, je vais conclure en parlant de manière spécifique à mes sœurs. C'est le hasard qui a fait en sorte que tu naisses de race, de sexe féminin. Maintenant, tu viens trouver un consul social qui te dit que la femme doit être soumise, la femme doit être ceci, la femme doit être cela. C'est ce que nous tous nous avons trouvé. Toi, tu as ta vie, ta propre vie, donc des orteils jusqu'aux cheveux. Tu as ta vie à mener. Il faut avoir des ambitions qui vont au-delà du cadre du consul social où la société a eu à nous mettre, où tu vas naître pour aller être la femme de quelqu'un et lui faire des enfants. Non. Tu as la possibilité de devenir chef d'entreprise. Tu as la possibilité de devenir aussi leader, de devenir maîtresse de ta vie. Tu as la possibilité de décider de ce que tu vas faire de ta vie. Si quelqu'un te dit, tu n'as pas une bonne vie parce que tu n'es pas marié, dis-lui que toi qui es marié là, ta vie, elle ressemble à quoi? Parce que la plupart du temps, le statut de célibataire ou alors le statut de femme mariée devient un peu comme une échelle de valeur. Celles qui sont célibataires se sentent inférieures à celles qui sont mariées. Je vous dis aussi que celles qui sont mariées là, elles vous envient. Parce que vous n'avez pas de commandant en chef qui vous dit ce que vous devez faire tous les jours. Donc, battez-vous d'abord pour avoir l'autonomie financière et ensuite le reste, vous allez décider de votre vie. Merci d'être passé ici à notre émission. Ça a été un débat quand même assez enrichissant avec l'autonomisation de la femme célibataire, mariée. Il y a eu toutes les comparaisons, notamment aussi pour la lutte contre le VIH/SIDA, pour justement l'entrepreneuriat, même comme vous n'avez pas fait beaucoup d'arrêts là-dessus. Mais peut-être on y reviendra la prochaine fois que vous passerez ici. Merci Madame Michel d'être passée ici à Merci de m'avoir invité. Ça a permis que je puisse encore bavarder, pas juste bavarder, puisse encore bavarder pour dire un peu quelque chose à la situation. Un dernier mot sur vos activités, vos prochaines activités de votre association. Notre activité phare actuellement, c'est Stop Violence. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une recrudescence de violence envers les femmes. Oui. Je voulais dire merci à tous nos points focaux qui sont dans les 10 régions et les encourager à continuer dans leur engagement. Actuellement, nous sommes à Douala pour revendiquer la justice pour Mirabel. Mirabel Lingom qui a été enterrée hier. Nous sommes à Douala pour revendiquer la justice pour elle. Oui. Et je vais profiter ici pour encourager et féliciter tous les membres du point focal littoral qui ont donné de leur temps, de leur personne, de toutes leurs ressources pour nous représenter valablement. Un coucou à Edouard Tonier, qui est le point focal là-bas.
Un coucou à toutes les femmes qui travaillent avec lui. D'accord. Merci déjà d'avoir honoré notre rendez-vous. On espère que vous avez été bien encouragés, notamment concernant justement vos combats. Et puis on espère, chers téléspectateurs, que vous avez été bien ébahis justement par cette femme qui justement a toujours à redire, notamment concernant la femme et puis concernant aussi les violences faites contre les femmes. Alors on espère que vous avez passé un bon moment de détente. On espère vous revoir la semaine prochaine avec une nouvelle invitée de poigne encore et qui pourra aussi nous édifier comme l'a fait Madame Karine. Aujourd'hui, nous pensons que aujourd'hui la femme est autonome, qu'elle peut entreprendre seule et qu'elle peut apporter un plus justement à la société. Et grâce à ça, la femme pourra être autonome. Alors, nous vous souhaitons un bon après-midi, bon week-end si vous êtes à la fin de ce week-end. On dit merci déjà à Ben Valls qui est justement plié en quatre avec toute l'équipe technique qui essaye de mettre en bien cette édition. On dit merci aussi à Geneviève qui est à la supervision générale, qui nous écoute attentivement et qui donne toujours des petits conseils, quelques petites piques concernant justement cette émission. Passez un bon week-end et puis on se dit à samedi prochain dès qu'il est 13h. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.